Chers auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de ce soir. Comment renforcer la paix et la cohésion sociale dans les localités impactées par l'insécurité au Niger est notre thème de ce soir. Le Niger reste confronté 62 ans après son accession à la souveraineté internationale à plusieurs défis, notamment sur les plans éducatifs, climatiques, humanitaires, sanitaires et surtout sécuritaires. Par rapport à ce dernier point, le pays assiste à une persistance d'attaques de groupes armés non étatiques dans la région de Tillabéri, dite zone des trois frontières, dans la région de Tawa, frontalière avec le Mali, dans la région de Difa, frontalière du Tchad et du Nigeria, mais aussi dans la région de Maradi. En mars 2021, selon les chiffres officiels annoncés par le gouvernement, plus de 200 personnes avaient été tuées en seulement une semaine dans différentes attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques et des bandits armés. Quelle appréciation font les organisations des jeunes mais du monde rural de cette situation sécuritaire au Niger ? Quel rôle peuvent-elles jouer pour contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans ce contexte d'insécurité au Niger? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Mohamedou Bello. Il est coordonnateur de l'ONG Forum des acteurs pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels FODADESC. Il est par ailleurs membre de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Rennes. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est Monsieur Ouzerou Maman Amadou, président de l'association nigérienne des jeunes unis pour le développement en Jude. Bonsoir, président. Bonsoir. Nous avons comme troisième invité M. Abdoul Moumouni Abbas. Il est membre de l'ONG Dialogue pour la paix. Bonsoir, M. Abdoul Moumouni Abbas. Et en ligne au téléphone, nous avons un représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix. Il s'agit de M. Mohamed Ewangue Zidane. Il est conseiller technique à la haute autorité à la consolidation de la paix, HACP. Monsieur le conseiller technique, bonsoir. Bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum qui a pour thème comment renforcer la paix et la cohésion sociale dans les localités impactées par l'insécurité au Niger. Nous allons commencer par le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix qui est avec nous au téléphone, M. Mohamed Zidane. D'abord, quelle appréhension avez-vous de cette insécurité ambiante qui persiste dans le Sahel depuis plusieurs années? C'est un plaisir de vous retrouver, même si je suis en ligne, pour discuter de ce thème combien délicat et concerne donc la cohésion sociale et la paix. Je suis donc conseiller technique à la haute autorité à la consolidation de la paix, qui est un service rattaché à la présidence de la République du Niger depuis, on va dire, 1994. Donc presque une trentaine d'années. Le Niger, comme vous le savez, avait fait face au début des années 90 à une série d'insurrections armées. Et ces insurrections armées contre l'État du Niger étaient animées par les Nigériens. Et finalement, donc, on a conduit un processus en 3 étapes. Donc, d'abord, les négociations de la paix, qui ont duré de 1992 à 1997. Ensuite, donc, une fois que la paix a été signée, donc en 1993, tout le monde se rappelle du 24 avril
1995, quand donc le gouvernement du Niger, les pays médiateurs de la résistance armée ont signé les accords de paix de 1985 à Niamey, qui mettait fin donc au processus de négociation formel qui a commencé en 1992 à Alger, puis Paris, ensuite Ouagadougou en 1995. Donc la conclusion, c'était le 24 avril 1995 à Niamey. Et cette journée a été consacrée journée de la Concorde nationale. Célébrer le 24 avril de chaque année. Mais... Célébrer le 24 avril de chaque année depuis une loi de 1998. Ça, c'était par rapport aux différentes périodes de rébellion que nous avons connues. Mais actuellement, avec la situation des attaques par des groupes armés non étatiques, vous êtes en contact avec les populations. Comment les populations ressentent ces différentes agressions, on va dire? Donc aujourd'hui, ce à quoi nous faisons face, ce sont des menaces qui nous viennent de l'extérieur. Les phénomènes d'insurrection et de soulèvement à l'intérieur ont été plus ou moins résolus par l'application des accords de paix. Elle continue. Nous sommes aujourd'hui à la phase de la consolidation de la paix, qui elle-même, par la force des choses, on est aujourd'hui à la phase de stabilisation. Parce que les phénomènes que vous décrivez comme une instabilité, c'est en fait, comme une insécurité, c'est en fait une instabilité. Donc aujourd'hui, le Niger est dans une phase de stabilisation pour faire face à toutes ces menaces dont vous parlez, qui visiblement sont constituées de ces attaques de groupes armés terroristes le long des pourtours frontaliers du Niger, comme vous l'avez décrit dans votre introduction liminaire. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci à vous, M. Mohamed Zidane, représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix. M. Morou Amadou Bello, coordonnateur de l'ONG Foudadesc, à votre niveau, quels sont selon vous les enjeux de la paix et de la cohésion sociale au Niger, compte tenu de la situation que nous vivons en ce moment dans le Sahel? Merci bien. Donc, bonsoir à tous ceux qui, à toutes et à tous ceux qui nous, celles et ceux qui nous suivent. Je pense que les enjeux sont connus de tous. Aujourd'hui, il y a l'enjeu sécuritaire, comme vous venez de le dire dans votre introduction. C'est un enjeu qui affecte même l'instabilité ou même l'existence de nos États. Ça, c'est un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'est que cette insécurité affecte la coexistence pacifique de nos communautés nationales. Le troisième, à mon avis, c'est l'un des plus importants. Il affecte toute la vie socio-économique dans le monde rural. Vous savez, le Niger fait partie d'un ensemble que nous appelons géographiquement le Sahel, qu'on appelle de façon politico-militaire les trois frontières. Ça, c'est pour la région qui concerne le Mali, le Burkina. Le Mali, le Burkina et le Niger. Pour les zones du lac Tchad, qui, je le rappelle, toutes ces zones sont des zones endémiques quand même de l'insécurité. Parce que nous, citoyens de ces espaces-là, on doit se dire que cette situation n'est pas née d'aujourd'hui. Mais comment en est-on arrivé là, justement? Il y a Zidane qui a rappelé il a rappelé un peu la situation. Mais est-ce que vous trouvez un lien avec... Oui, bien sûr, il y a un lien, parce que les mouvements dont il parlait des années 90 jusqu'à la conférence, jusqu'aux signatures des accords, ça, c'est des mouvements qui ont affecté le nord du pays. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a une cause à ce niveau, parce que la situation qu'il était en train de décrire
était quand même une situation qui est née depuis les années 1974, qui a évolué à rébellion Touareg, ce que nous connaissons et nous avons tous suivi malgré notre jeune âge. Et cette situation a été maîtrisée avec les accords de paix. Mais il y a tout au sud du pays d'autres situations qui ont existé, qui existent aujourd'hui, qui ont été exacerbées avec le développement de la croissance démographique, la compétition accrue sur les ressources naturelles des différents acteurs, et aussi avec la démocratisation de nos États, qui au lieu de renforcer la construction de nations, a un peu commencé à effriter nos communautés nationales. Et autre chose, en termes de cause, c'est qu'il y a une défaillance au niveau de la gouvernance de manière générale, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau décentralisé, que ce soit au niveau des fondamentaux même de notre communauté, notamment les autorités coutumières, les leaders d'opinion. Il y a aujourd'hui une défaillance au niveau de la gouvernance. Nous avons aussi une faiblesse des valeurs sociétales que nous connaissons de façon ancestrale. Nous avons la manière que nous avons héritée de nos grands-pères pour résoudre nos problèmes, pour regarder comment est-ce que nous pouvons cohabiter ensemble et que pour faire régner l'équité et la justice sociale. Il y a l'effondrement de ces valeurs-là. Donc, tous ces facteurs conjugués à la géopolitique sous-régionale et internationale a fini par nous mettre dans une situation un peu difficile. Ouzérou Maman, est-ce que vous qui êtes en contact avec les populations sur le terrain en tant que président de l'ANJUD, d'autres causes à cette situation d'insécurité que nous vivons en ce moment? Il n'y a pas que le terrorisme, il y a également des bandits armés qui attaquent. Merci de l'occasion que vous m'offrez pour pouvoir nous exprimer par rapport à cette question d'insécurité. En tant que jeunes, nous sommes mobilisés autour de la jeunesse à pouvoir lutter contre ce phénomène. Mais en amont, il y a quelque chose qu'il faut que nous relevons. Est-ce que tout le monde est d'accord pour en finir avec cette insécurité? Tout le monde, c'est-à-dire... Tout le monde, tous les acteurs impliqués, que ce soit la jeunesse, que ce soit l'État, les partenaires, tous ceux qui sont en train de lutter contre cette insécurité, est-ce qu'ils sont prêts à lutter contre cette insécurité? Si oui, nous les invitons en tant que jeunes à venir nous rejoindre ici, maintenant et tout de suite pour aller trouver des solutions à ce problème. Parce que nous, en tant que jeunes, nous nous disons que... Mais c'est quoi le problème justement à ce niveau? Qu'est-ce qui est à la base de cette persistance des attaques, mais également... Ce qui est à la base, quand vous remarquez, la plupart des terroristes, de ceux qui sont en train de mourir dans le camp des terroristes, sont des jeunes. Et ces jeunes sont exposés à plusieurs problèmes socio-économiques de la vie, notamment la pauvreté, le manque d'emploi et plusieurs fléaux, plusieurs maux qui les empêchent d'avancer. Et facilement, les jeunes, tant qu'il n'a pas un minimum, un petit moyen de subsistance, il est une proie à toutes sortes de tentations. C'est pourquoi nous disons, si tous les acteurs sont engagés, ils sont déterminés à lutter contre ce fléau, c'est de se mobiliser pour attaquer le problème en amont. Et le problème en amont, c'est le problème de la jeunesse. Il faudrait à ces jeunes-là qu'on trouve des occupations à partir des grandes villes jusqu'à dans les zones les plus reculées. Pour renforcer la cohésion sociale, nous, par exemple, à l'association ANJUD, nous nous réunissions avec des organisations de jeunesse pour mener, en fonction de nos moyens,
des petites activités pour amener cette jeunesse-là, qui est une proie à ces groupes terroristes, à les ramener à la raison, à travers notamment des actions de sensibilisation, des actions de manifestations culturelles. Tout récemment, on était dans la région de Tillabéri, dans 3 localités de la région de Tillabéri, où on a mené des actions, un week-end communautaire. Pendant ce week-end communautaire, on a organisé des conférences débats, notamment dans le conflit entre les agriculteurs et éleveurs, parce qu'il faut se dire que le problème, il est à tous les niveaux. Donc, il faut le stopper avant qu'il ne soit généralisé. Il faut souvent, quand vous prenez dans la zone de Tillabéri, il y a des zones qui sont déjà exposées. Donc, nous, on a essayé d'attaquer le problème en amont, à travers les localités que je vous ai dit tantôt. Kolo, Ndunga et Hamdallah, où on a été avec la jeunesse des agriculteurs et des éleveurs. On a fait un tournoi de football dans la cohésion sociale pour renforcer la cohésion sociale. Vous n'êtes pas sans le savoir que dans ce milieu, il y a souvent des petits conflits qui sont là entre les agriculteurs et les éleveurs. Parce qu'on a constaté que on est en train d'indexer une certaine ethnie par rapport à ces attaques. Donc nous, c'est d'attaquer le problème en amont, faire en sorte qu'il y ait d'abord la cohésion, avant même que ces gens-là soient des proies à ces groupes terroristes. Parce que c'est eux, tant que le problème n'a pas été, tant qu'on n'a pas discuté de ce problème avec ceux qui n'ont pas été exposés à ça, quand le problème va arriver, obligatoirement, ils seront, parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés en amont. Ceux qui l'ont déjà fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la jeunesse elle-même puisse aller vers les populations, les jeunes, discuter avec eux, les amener à comprendre que prendre une arme contre votre pays, ce n'est pas la solution. Et de l'autre côté, nous, en tant que jeunes, nous sommes en train de faire notre part de responsabilité parce que nous sommes toujours avec les jeunes. Avec nos peu de moyens que nous avons, on va toujours au niveau de la jeunesse, on discute avec eux. On fait en sorte que ce que nous leur disons, qu'ils puissent le partager avec d'autres qui n'ont pas pu participer à ce que nous faisons comme action de sensibilisation. Donc, il faudrait que tous les partenaires, que je le dis et je le répète, si les gens réellement veulent qu'on finisse avec ce problème, ce n'est pas en faisant des débats tous les jours qu'on va finir définitivement avec ce problème. Il faudrait qu'on se réunisse tous ensemble, tous les acteurs, qu'ils soient les jeunes, les partenaires, l'État, qu'on se réunisse tous ensemble. Nous, ce que nous disons à l'association... Il y a eu déjà plusieurs forums sur la paix dans les zones en tout cas affectées par dans les zones affectées. Mais est-ce que ces forums-là ont donné un impact? Il y a eu souvent des recommandations. Oui, les recommandations sont remontées au niveau des autorités. Est-ce que l'impact est là? Ça a empêché qu'il y ait d'autres attaques? Non. Mais dans ce cas, il faudrait qu'on aille tous sur le terrain et qu'on enlève l'esprit, qu'on ait un esprit patriotique et citoyen, tous ensemble, que nous puissions aller tous regarder vers la même vision. Qu'on enlève cette histoire de politisation, qu'on enlève cette histoire d'ethnocentrisme, qu'on se dise que nous avons un problème qui est en face de nous, que nous puissions tous aller ensemble le combattre. Maintenant, quand il y aura la paix et la tranquillité, c'est en ce moment que nous allons revenir discuter de nos problèmes internes. Puisque pour le moment, le plus grand problème que nous avons dans notre population, dans notre pays, c'est le problème d'insécurité. Ça veut dire qu'il faut continuer les efforts allant dans le sens du renforcement du dialogue, c'est ça? Du renforcement du dialogue. Et des sensibilisations. Des sensibilisations. Et aller sur le terrain pour le faire. On vous a bien compris, merci beaucoup. Monsieur le président de l'AJUD, monsieur Abdelmoumouni Abbas, membre de l'ONG Dialogue pour la paix. Après tout ce qui a été dit, selon vous, quels sont les grands défis qui se posent au Niger en ce moment dans le cadre de la promotion de la paix et la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du pays? Il a parlé de problèmes de jeunesse, donc les jeunes qu'il faut prendre en compte à travers les préoccupations très souvent énumérées par ceux qui connaissent leurs attentes.
Merci beaucoup. Les grands défis, c'est le retour à la paix, ça c'est indéniable, mais j'ai relativise. Comment obtenir ce retour à la paix? Oui, en fait, la lutte contre cette insécurité, elle est multidimensionnelle, elle est holistique, mais elle est essentiellement orientée sur, ou centrée sur l'individu. Mais je voudrais relativiser que ce n'est pas parce qu'on est pauvre nécessairement qu'on s'enrôle dans la radicalisation et l'extrémisme violent. C'est extrêmement important. Les problèmes des jeunes ne suffisent pas, c'est pas une raison. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a des études dans ce sens-là qui ont été déjà commanditées par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, menées par lui-même. Déjà, pour interroger un peu sur les facteurs de radicalisation des jeunes dans les zones cibles, que ce soit à Difa, à Tillabéri, à Zander, à Tawa. À l'évidence, c'est vrai que quelque part, les résultats disent oui, il y a des jeunes qui se radicalisent parce qu'ils sont pauvres. Mais quand on voit un peu à Difa, par exemple, c'est l'insécurité qui a amené la pauvreté. Vous voyez, et c'est un peu aussi la même chose à Tillabéri. Profondément, moi, je connais beaucoup, sont devenus pauvres du fait. Maintenant, des mesures, par exemple, des mesures d'état d'urgence qu'on a mises pour, dit-on, lutter contre l'insécurité. Donc, vous voyez, c'est un peu à relativiser, mais en revanche, il y a d'autres facteurs, évidemment, qui ont concouru à l'élisement de l'insécurité. Il y a déjà la question de l'identitarisation un peu de l'insécurité. Ce n'est pas intéressant qu'à un moment on puisse dire c'est telle ou telle ethnie qui fait ça. En fait, ça amène les gens à se radicaliser. Au début, les gens n'étaient pas comme ça parce que, en fait, comme l'a dit le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix, les facteurs ou les acteurs de l'insécurité aujourd'hui du Niger ne sont pas des Nigérians. En fait, c'est des acteurs internationaux, disons étrangers. On voit bien, c'est l'État islamique au Grand Sahara qui recrute. Quand même. Oui, ils ne manquent pas de sympathisants locaux, ils ne manquent pas, mais c'est marginal, quoi. Si vous regardez un peu ce qui se passe au niveau au niveau des pays voisins, vous avez des groupes de leaders locaux charismatiques qui sont influents, qui ont une capacité de persuasion auprès de qui les gens s'identifient. Et puis, ils s'arment, ils prennent les ressources aussi, c'est extrêmement important. Et ça, on le voit à l'extérieur, hors du Niger. Et on voit un peu le tourisme international avec la décapitation, si vous voulez, de l'État islamique au Moyen-Orient, et qui a progressivement, apparemment, pris le soin de venir au Sahel aussi, parce que quand tout à l'heure vous parlez aussi des enjeux géopolitiques, c'est important. Le Sahel est en train de devenir le cœur de la géopolitique mondiale, le nouveau cœur de la géopolitique mondiale. Donc, vous avez un terrorisme international, vous avez des puissances internationales étrangères qui taraudent autour du Sahel et principalement au Niger, qui reste une sorte de verrou stratégique pour toutes ces puissances-là qui veulent contrôler le Sahel. On sait, certaines sont chassées du Sahel, mais elles restent au Niger parce que le Niger, c'est la zone pivot. Quand vous contrôlez le Niger, vous pouvez contrôler le reste du Sahel. Et donc, c'est un peu ça qui rend complexe la problématique de la sécurisation aujourd'hui de notre Sahel. Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs défis, il y a plusieurs facteurs. Et l'autre question importante, je pense que depuis tout ce temps, on manque de diagnostics. Et on a toujours pensé que c'est la question du chômage des jeunes qui soit à la base. Mais en fait, c'est un problème extrêmement important. Et la question des changements climatiques aujourd'hui a eu un impact sérieux sur la question du pastoralisme, que ce soit sur les espaces de pâturage, mais aussi sur les espaces de culture, même si quelque part la démographie peut être en jeu quand on prend le cas des maladies aussi. Donc, il y a des facteurs aujourd'hui qu'on n'a pas pris en compte dans les diagnostics de ce qui a amené l'insécurité, et ce qui fait que le traitement n'est que symptomatique parce qu'il ne tient pas compte des véritables facteurs. On n'est pas en train de traiter les choses à la base. Donc, c'est comme les conséquences qu'on est en train de traiter. Aujourd'hui, quelles sont les attentes de ces populations affectées par l'insécurité? Oui, les attentes, c'est arriver à bouter ces méfaits de leur environnement. Les attentes, c'est très vaste parce que, par exemple, pour ceux qui vivent les mesures d'état d'urgence, leur attente immédiate, c'est de voir un peu
alléger les mesures d'état d'urgence là pour les permettre de réaliser des petites économies locales. Par exemple, à Tillabéri, comme je le disais... Cela peut contribuer à avoir la sécurité. Oui, parce mais que si on est d'accord... Le gouvernement explique que chaque fois, ils examinent à leur niveau et ça passe à l'Assemblée nationale pour les prorogations. Donc, ça veut dire que c'est quand la communauté a intérêt que le gouvernement non, en fait, demande les mesures, bon, je voudrais pas, mais je ne me révèle pas, en fait. Mais les mesures, quelque part, n'ont pas... en fait, n'ont pas eu l'assentiment des populations, quoi. C'est un peu ça. Il y a eu le drame de Bani Bangou, comprenez, où un moment, il y a même un maire qui s'est enrôlé, et il a pris le devant pour aller combattre l'insécurité. En fait, ça là, c'est parce que quelque part, on a conseillé les populations entre l'insécurité et la lutte contre l'insécurité. Il y a des femmes de l'éleveur, fabrique le fromage, il n'y a pas de marché proche pour le couler. Par exemple, à Bani Bangou, le marché le plus proche, c'est 150 km. Ces populations-là, ce n'est pas l'immédiat, c'est comment est-ce qu'on va ramener la vie. Comment est-ce qu'on peut alléger ces mesures d'état d'urgence-là? Comment est-ce qu'on peut permettre à une moto d'évacuer une femme en état de travail rapidement à Baleyara, à Walam? C'est comme ça que les gens veulent. En fait, c'est un peu ça que les gens veulent. À Difa, maintenant, la vie reprend. Parce qu'on permet aux gens maintenant de faire la culture du poisson, du poivron, de faire de la pêche sur le lac. Donc, la vie est en train de revenir à Difa. Et je pense que c'est ce que les gens veulent, les populations aujourd'hui affectées veulent. Et c'est aussi ça que les populations de Tillabéri veulent. Il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut alléger les mesures relatives, par exemple, à l'interdiction des motos qui a vu complètement effondrer une petite économie, une chaîne, toute une chaîne. Il n'y a plus de kabou-kabou, il y a les vulganisateurs, les vendeurs de pièces détachées qui sont tous liés en fait aux activités des kabou-kabou. Donc du coup il n'y a plus ça. Il y a beaucoup de choses. La question de l'école aussi, c'est un problème à Tillabéri. Il y a des milliers d'élèves qui sont restés en 2022 sans classe. Et ils sont potentiellement des candidats combattants pour les groupes extrémistes radicaux. Les attentes sont donc immenses, on vous a bien compris. Nous allons justement continuer pour voir comment les organisations de la société civile peuvent contribuer à améliorer cette situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. Selon d'ailleurs le Bureau des Nations Unies en charge de la lutte contre le terrorisme, les jeunes sont la cible tant du recrutement et de la radicalisation au sein d'organisations extrémistes violentes que des attentats terroristes. Monsieur Mohamed Zitane, conseiller technique à la haute autorité à la consolidation de la paix, quelles sont les attitudes à promouvoir pour réussir à asseoir une bonne sécurité sur l'ensemble du territoire national? La cohésion sociale et le bon vivre ensemble sont les armes principales par lesquelles on peut combattre cette entreprise qui déstabilise le monde entier. Le Sahel fait partie du monde, comme l'a expliqué l'un des derniers intervenants. Le Sahel est au centre de beaucoup d'enjeux géostratégiques et géopolitiques, donc à une échelle mondiale. Donc nous, au niveau local et au niveau régional, tout ce que nous avons pour nous défendre et résister à cette instabilité, c'est notre cohésion sociale, notre bon vivre ensemble. Donc que les terrains commandent, comme on dit. Donc je ne vais pas revenir sur les attitudes qui sont attendues d'un citoyen, c'est d'abord le patriotisme et aimer son pays. Donc qu'il y en ait d'autres qui s'insurgent contre le système ou qui profitent d'une entreprise internationale pour s'impliquer ou se laisser embrigader, c'est des choses qui arrivent dans un pays, mais ce n'est pas une raison pour que l'ensemble des Nigériens les rejettent. Donc les canaux du dialogue sont ouverts parce que nous avons des communautés nationales qui ont été embrigadées dans ces entreprises internationales. Donc il faut garder les canaux de dialogue ouverts, il faut que les communautés nationales se mettent toutes ensemble, que continuer à cultiver notre unité en se basant sur nos mécanismes autochtones et traditionnels qui existent depuis toujours. Donc la République du Niger, quand elle a été proclamée en 1958, elle a été proclamée sur un espace qui a une histoire, sur des communautés qui vivent ensemble depuis des millénaires.
Donc ce capital, il est là. Il faut juste le mobiliser, il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il faut rester fort. L'État du Niger fait face, il a ce qu'il faut pour faire face. En ce qui concerne le côté institutionnel, donc toutes les institutions sont mobilisées. Est-ce qu'il y a un travail à faire pour mettre particulièrement la jeunesse à l'abri? Il est quotidien, le travail. Il est quotidien. C'est pas, on ne réinvente pas la roue. Les jeunes font partie de la société. La société, c'est un ensemble. Il ne faut pas la compartimenter ou la fractionner. Les jeunes, les femmes, j'entends souvent ces discours. C'est des discours qui ne sont pas bons pour la cause nationale. Les discours vindicatifs, moi jeune, moi femme, non. Nous sommes une nation. Et une nation doit marcher ensemble. Surtout pour faire face à une menace extérieure. En fait, il est dit que la jeunesse est une cible, en tout cas, qui est enrôlée. Donc, à ce niveau, le président de l'ANJUD a expliqué que c'est parce que les jeunes ont des problèmes. On ne prend parfois pas en compte leurs problèmes. On va économiser du temps, s'il vous plaît. Je l'ai écouté. Ce sont des récriminations qui reviennent souvent, qui sont trop classiques. J'ai dit qu'est-ce que, en ce moment précis où le Niger est en guerre, c'est le moment de poser ce genre de revendications qui sont qui sont syndicalistes. C'est une approche syndicaliste, c'est des revendications. Les jeunes, ils ont plutôt des devoirs. C'est plutôt eux qui doivent se lever. Parce que c'est eux qui ont la force nécessaire pour se lever, pour défendre la patrie. Donc la patrie, nous sommes à son chevet. Donc nous allons tous marcher ensemble sous le drapeau national pour défendre. Mais si on vous a bien compris, il faut donc chercher à savoir ce qu'on peut faire pour sauver la République en ce moment et non pas se mettre à énumérer des doléances ou des revendications. Il faut avoir la paix, asseoir la paix. C'est ça. M. Bello a bien résumé la situation. Monsieur Bello, justement, vous qui êtes de l'AREN, mais également, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de FODADESC. Comment inculquer ces valeurs à l'ensemble de la population pour qu'on puisse avoir véritablement un Niger de paix? Et puisqu'on dit sans paix, on ne peut pas avoir de prospérité. Rapidement pour terminer. Merci bien. Je remercie le conseiller. Ce qu'il vient de dire est assez pertinent. Je continue là-dessus. C'est qu'il faut qu'on révalorise nos valeurs fondamentales qui constituent le socle de notre communauté nationale. Cette communauté nationale, les réflexions que les gens font basées sur le réflexe identitaire doivent être abandonnées. Les entreprises ne peuvent recruter des locaux que là où ils sont. Et les zones pastorales sont les zones les plus où la présence de l'État ne se faisait pas sentir et c'est devenu vraiment des zones favorables pour l'installation de certaines entreprises. Je pense que plus ils progressent vers le sud, plus ils vont aussi recruter dans les autres communautés nationales. Donc, pour ce fait, il va falloir que nous, on constitue un socle dynamique, social et politique dynamique qui ne permettrait pas une faille exploitable par d'autres forces. Deuxièmement, c'est que dans quoi nous sommes. Comme l'a dit le conseiller, mon ami Abbas, en fait, la solution elle est multidimensionnelle. Ça dépend dans quoi nous sommes. Est-ce que nous sommes dans l'urgence? Est-ce que nous sommes dans l'humanitaire? Est-ce que nous sommes dans le développement? C'est le terrain qui commande, comme quelqu'un l'a si bien dit. Donc les solutions viennent de là. Est-ce que avant de penser à autre chose, quelqu'un, il est dans l'urgence. Et alors il faut faire face à l'urgence. Quelqu'un, il est dans l'humanitaire. Il faut faire face à l'humanitaire. Et un autre besoin, c'est le besoin politique. Il faut qu'au niveau politique, qu'il y ait vraiment une volonté d'union et d'action d'ensemble de toute la communauté nationale. Il faut un leadership vraiment affirmé. Il faut une synergie d'efforts à tous les niveaux avec un engagement politique assez fort. On vous a bien compris. Fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu, nous sommes au terme du forum de ce soir ayant pour thème comment renforcer la paix et la cohésion sociale dans les localités impactées par l'insécurité au Niger.
nous retenons que nos invités s'accordent à demander une poursuite des efforts à tous les niveaux en vue d'un renforcement de la cohésion sociale et une bonne promotion de la paix en cette période où des attaques terroristes des groupes armés non étatiques et des bandits armés sont encore enregistrés dans le Sahel. Il souhaite de ce fait donc que chacun soit impliqué. C'est un appel au patriotisme qui a été lancé et c'est ici que se referme ce forum. Nous disons merci à nos invités. Monsieur Moro Amadou Bello, coordonnateur de l'ONG Forum des acteurs pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels FODADEX, également membre de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN. Monsieur Ouzeirou Mamman Amadou, président de l'association nigérienne des jeunes unis pour le développement, ANJUD. Monsieur Abdul Moumouni Abbas, il est membre de l'ONG Dialogue pour la paix. Et au téléphone, Mohamed Ewengue, conseiller technique de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, qu'il a représenté à ce forum. À la modération, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Issa Loli et Mustapha Yuba. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.